Bonjour. Du coup, pour déjà me présenter rapidement, j'ai une présentation d'une demi-heure. Je vous préviens tout de suite, j'ai dû un petit peu condenser certaines choses, parce que normalement, il y a beaucoup plus de choses à dire sur le marché de l'emploi. J'ai dû faire un peu une espèce de synthèse. Je ne vais pas forcément aborder tout ce qui peut vous intéresser. Je vais quand même essayer d'aborder un maximum de choses. Donc pour vous dire qui je suis, je travaille depuis un peu plus de 4 ans en tant que recruteur spécialisé sur les métiers du scientifique pour une société de recrutement qui s'appelle Kelly Scientific. Et on recrute majoritairement pour le secteur privé, industrie, que ce soit pharmaceutique, agroalimentaire, cosmétique, ce genre de choses, biotech. Donc depuis plus de 4 ans, et on recrute tous les profils de bac plus 2, bac plus 3, 5 et 8 pour ces industries-là, quelles que soient les spécialités, que vous serez plutôt sur la chimie, biologie, un peu de bioinformatique, les doubles compétences, affaires réglementaires, commercial, marketing, tout ce qu'on peut retrouver en termes de métier, en tout cas ingénierie aussi, au sein des industries. Tout simplement. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, il faut que vous ayez en tête que c'est des observations de notre point de vue de recruteur. Donc on est en lien avec pas mal de sociétés dans le Rhône-Alpes-Auvergne. On ne voit pas tout ce qui se passe non plus. On a quand même un bon visuel sur le marché de l'emploi. Également, il faut pondérer ce que je vais dire, tout simplement parce qu'on est en lien majoritairement avec le secteur privé, pas forcément public. D'accord ? Donc n'extrapolez pas ce que je vais dire au public. On n'a pas forcément de visuel sur la partie employabilité et embauche sur le secteur public. Donc voilà, tout ce que je vais dire, il faut le pondérer. Tout ce que je vais dire, c'est pas du fiable à 100%. Des fois, ça marche qu'à 90%, 95% des cas. Donc voilà, soyez large d'esprit là-dessus. Ce que je vais dire aussi, c'est aussi un mélange de ce que j'observe donc en tant que recruteur. Et aussi, avant ça, j'ai été technicien de labo pendant 10 ans en R&D immuno. Donc j'ai pu travailler dans diverses sociétés publiques, privées, des grandes, des petites, des connues, des moins connues. Et je recoupe un peu ce que j'observe en tant que recruteur avec mon passé, en fait, pour pouvoir vous faire une synthèse le plus proche possible de la réalité. Du coup, on est là pour parler du marché de l'emploi. Et ça commence par regarder un peu ce qu'il y a autour de vous. Le marché de l'emploi, ça va fluctuer en fonction des entreprises et de leur implantation. Forcément, si vous habitez dans un endroit où les entreprises ne sont pas forcément installées, il faudra être mobile forcément pour avoir accès à l'emploi que vous visez. Donc en France, on a 4 gros pôles, donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien ailleurs, c'est juste des grosses concentrations de sociétés de biotechnologie. Donc vous allez retrouver Lyon, toute la région Rhône-Alpes avec direction Grenoble, où vous allez retrouver beaucoup de biotechnologie au sens large, ça veut dire cosmétique, agroalimentaire, les startups de recherche, qu'est-ce que j'ai pas dit, les biotechnologies, oui, toute la chimie aussi. Donc on va retrouver toutes ces entreprises-là. Il y a aussi un gros pôle sur la région PACA vers Sophia Antipolis, Nice, où il y a pas mal de sociétés aussi. Paris, évidemment, qui déborde sur la Normandie, où il y a beaucoup de centres, un peu plus d'ailleurs de centres de recherche, j'y reviendrai, qu'ailleurs en France, parce que c'est là où il y a plutôt les QG des sociétés. Et il y a toute une partie aussi qui est plutôt cosmétique, phytosciences, qui est justement qui déborde de sud Paris jusqu'à la Bretagne. Tout simplement. Donc il faut que vous ayez en tête que si vous êtes sur ces zones-là, oui, il y a beaucoup d'entreprises, oui, il y a beaucoup de postes, mais oui, il y a beaucoup de concurrence aussi, parce que c'est là où on retrouve le maximum de BTS, DUT et formations diplômantes pour ces métiers-là. Ailleurs en France, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, ça veut dire qu'il y en a moins. Si on fait un zoom sur le Rhône-Alpes, vous allez retrouver essentiellement 80% à peu près des sociétés qui existent autour de Lyon et son agglomération. Vous allez retrouver aussi des contingents plutôt sur Grenoble, Saint-Étienne, ensuite ce qu'on appelle la Plaine de l'Ain, donc c'est pas si loin que ça, c'est plutôt Bourgoin-Jallieu, dans ce quartier-là. Et puis on peut monter aussi jusqu'à Trévoux, c'est pas noté sur la carte, mais un peu dans le nord, vers Trévoux, Neuville, on commence aussi à avoir des sociétés qui peuvent être intéressantes. Tout dépend de ce que vous allez vouloir faire, évidemment. Juste pour vous donner un ordre d'idée, si vous avez des stages, des alternances ou des jobs à chercher, ayez en tête que quand vous avez envoyé 10-15 CV, des sociétés, ça c'est un chiffre qui a été vu en 2021 ou 2022, en Rhône-Alpes-Auvergne, il y a 600 sociétés à peu près de biotechnologie, au sens large, donc ça veut dire biotech, start-up, agroalimentaire, des très grosses sociétés, des plus petites, etc. Toujours dans le secteur privé, il y en a à peu près 600. Il faut que vous ayez ça en tête. Donc si vous avez envoyé juste 10 CV à 10 entreprises, il vous reste pas mal de boulot si vous avez été refusé sur toutes ces demandes-là. Le contexte du marché de l'emploi, on m'a demandé d'aborder justement quelque chose qui est assez... Il y a beaucoup de stéréotypes dessus et je trouve qu'en fait finalement c'est assez méconnu. La différence entre le public et le privé, et je suis désolé si ma voix fluctue, et je ne suis pas très habitué à avoir un micro dans les mains, structure publique-privée, vous allez observer ou entendre des choses qui disent que c'est compliqué de passer de l'un à l'autre, notamment du public vers le privé. Alors oui,
C'est plutôt vrai, en partie, mais je pense en tout cas, à mon sens, il faut comprendre pourquoi. Déjà, il faut que vous ayez en tête que dans le public, ce qu'on appelle le public, ça va être le public, ça veut dire ce qui est géré par plutôt l'État. Donc vous allez retrouver les organismes de recherche, l'INSERM, le CNRS, etc. Vous allez retrouver les CHU, vous allez retrouver les universités, où il y a aussi des postes de recherche. Tout ça, majoritairement, c'est de la recherche, à part éventuellement les hôpitaux, où vous allez retrouver un peu des postes en routine, potentiellement, sur du diagnostic. Ça, c'est ça qui fait toute la différence en fait, entre le public et le privé. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le public, vous n'êtes pas dans une situation de fabrication, vous n'êtes pas dans une industrie qui fabrique un produit, donc vous n'avez pas les métiers qui découlent de ça. Vous n'avez pas de service de production, vous n'avez pas de service de contrôle qualité, vous n'avez pas de service d'assurance qualité, vous n'avez pas de marketing, etc. Donc si vous avez travaillé dans le public, il y a de grandes chances que ce soit pour faire de la R&D, et quand vous allez vouloir basculer dans le privé, forcément, la R&D dans le privé, c'est un petit pourcentage des postes qui existent et c'est là que ça coince. D'accord ? Sorti de ça, vous pouvez aussi imaginer que si vous avez fait de la R&D sur un projet très particulier, sur une bactérie particulière, qui est pas forcément au premier plan sur les besoins de l'humanité, si dans le privé, il n'y a personne qui se penche sur le sujet, ça va être compliqué de passer aussi sur le privé. Si par contre, vous avez travaillé sur un projet qui est plus commun, on va dire, je vous dis n'importe quoi, vous étiez dans le public et vous avez travaillé sur un cancer de la prostate, j'en sais rien, quelque chose qui est plutôt connu. Si vous basculez dans le privé, vous aurez peut-être moins de problématiques à trouver des sociétés privées qui se penchent aussi sur le cancer de la prostate. Donc là, comme vous aurez déjà des connaissances sur un sujet donné, vous pouvez avoir des passerelles. Mais c'est dans ce sens-là, en tout cas, où la différence publique-privée, en termes d'emploi, en tout cas, est importante. Ensuite, je ne vais pas aborder la partie salaire, etc. Mais il faut que vous ayez en tête que c'est majoritairement ce qui bloque quand vous avez déjà fait des stages et des alternances dans le public. C'est ça qui va être bloquant pour passer dans le privé. C'est cette absence de connaissance justement des organisations de services de contrôle qualité, d'assurance qualité, ce genre de choses. Il y a aussi le respect des normes, parce que forcément dans le privé et le public, vous n'avez pas les mêmes normes à respecter. Tout simplement. Donc c'est des façons de travailler qui divergent un peu, et c'est ça souvent qui coince. Ensuite, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est impossible, hein, qu'on soit bien d'accord. Même moi, je l'ai fait, j'ai commencé dans le public, j'ai fini dans le privé. Ça a été un peu compliqué, il a fallu être patient, mais ça se fait. Mais encore une fois, c'est pas simple. Pour vous donner un ordre d'idée justement de ce que regardent les industries quand elles recrutent quelqu'un, en fait un profil, quel que soit le profil, que ce soit Bac+2, 3, 5, 8, peu importe. De prime abord comme ça, moi en tout cas c'est ce qui m'est arrivé, on peut penser qu'ils vont regarder le CV et du coup les connaissances techniques. C'est-à-dire qu'on peut se dire que si vous êtes un ponte en biologie moléculaire et que vous maîtrisez bien le séquençage, les PCR, etc., vous allez penser, sur le poste il y a de la PCR à faire, du séquençage, j'en ai fait, donc ça colle. Mais en fait pas tant que ça. Parce qu'ils ne vont pas regarder que ça. Ils vont regarder justement, et ça rejoint ce que j'ai dit juste avant, ils vont regarder d'où vous venez. C'est-à-dire que si vous voulez rentrer dans le pharmaceutique, forcément le pharmaceutique a les normes, ils travaillent avec des normes précises du pharmaceutique et ils vont avoir envie de quelqu'un qui connaît déjà ce secteur-là. Donc ils vont préférer les gens qui viennent du pharmaceutique. Alors il y a des passerelles un peu, il y a des trucs un peu, des combinaisons un peu particulières. Je ne vais pas avoir le temps d'aborder le sujet aujourd'hui, mais il faut que vous ayez ça en tête. Ils vont regarder donc le secteur, si vous venez du pharmaceutique, de l'agroalimentaire, du cosmétique, etc. Ils vont regarder la partie technique, évidemment, parce que c'est surtout, technique, pas forcément technique, ça dépendra si vous êtes ingénieur, les projets sur lesquels vous avez travaillé, ce genre de choses. Mais voilà, il faut que vous ayez ça en tête. Ils vont regarder également le type de service, parce que quand vous êtes sur un rythme contrôle qualité, c'est toute une organisation qui diverge beaucoup d'une organisation de R&D. C'est pas du tout la même chose non plus qu'un rythme de travail en production. Donc dans ce sens, ils vont regarder un peu un mélange de ces trois choses-là. Vous, du coup, dans votre projet pro, dans vos choix de diplôme, de licence, de master, de doctorat, etc., il faudra que vous réfléchissiez en termes de spécialité, de voir ce qui vous plaît déjà, donc de l'immuno, de la culture cell, de la bioinformatique, peu importe, des maths ou de la physique, etc. Mais regardez aussi le type de secteur dans lequel vous voulez travailler, ça va être un plus aussi, en fait. Alors ce que je dis là, c'est surtout valable pour les sciences, la chimie, la biologie, la chimie. Si vous êtes sur des maths ou de l'informatique, ce que je dis là, c'est peut-être plus forcément vrai, et surtout, ça quitte un peu mon domaine de compétences, parce que c'est pas ce qu'on recrute le plus. Donc en tout cas, pour synthétiser, retenez bien que les industries privées, donc ça veut dire tout sauf le public, regardent majoritairement ces trois choses-là sur un CV, et pas uniquement vos compétences techniques ou en termes de projets sur lesquels vous avez pu travailler. Ça montre juste la différence de la quantité. Je n'ai pas tout noté dans les industries et startups parce qu'il y a beaucoup d'autres postes aussi avec les doubles compétences, etc. Mais ça montre que dans le public, vous avez majoritairement de la R&D et que si vous avez fait de la R&D, que vous voulez basculer sur de la production, vous ne serez pas du tout sur le même type de travail
que ce soit en termes d'ambiance, de normes à respecter, etc. Donc c'est là que ça coince à nouveau. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas faisable, mais vous aurez de la concurrence. Pour vous donner aussi un peu un ordre d'idée, ce que je vais vous dire là, c'est surtout valable sur ce que j'observe, ça veut dire la région Rhône-Alpes en 2023, même si ça fait déjà plusieurs années que c'est ces chiffres-là. Ces chiffres-là, c'est des choses qui sont observées clairement si vous faites des recherches d'emploi ou de stage, si vous allez sur Indeed, sur le LEM, sur des sites de petites annonces d'emploi, peu importe, sur ce que vous voulez, même le nôtre, Kelly, parce qu'on a aussi des annonces forcément scientifiques, Gazette Labo qui est aussi spécialisée scientifique, vous allez observer des chiffres qui sont très similaires à cela. Ça veut dire 80% des contrats qu'on va vous proposer, que ce soit maintenant ou dans 5 ans, il y a de grandes chances que ce soit de l'intérim ou du CDD. Alors on a la chance dans la science de ne pas avoir de l'intérim et du CDD avec des contrats de 15 jours, c'est plutôt des contrats de 6 mois, 1 an et demi, parce que forcément les projets, surtout dans la bio et surtout en R&D, ça ne se boucle pas en 15 jours. Donc on a cette chance-là par rapport à d'autres secteurs en tout cas, mais il faut que vous vous attendiez un peu à ce type de... Vous avez 8 chances sur 10 de tomber sur des contrats courts, entre guillemets, par opposition à CDI, intérim ou CDD. Vous aurez à peu près du coup 19% de CDI et de consulting. Alors peut-être que tout le monde ne connaît pas le consulting et si vous avez des questions, je serai disponible peut-être après ma présentation. Et puis 1% d'autres types de contrats, parce qu'il en existe plein d'autres qui sont plus ou moins connus, plus ou moins utilisés. Mais en tout cas, c'était pour que vous ayez ça en tête. 80% de chances du coup de tomber sur des contrats d'intérim et de CDD. Et à nouveau, pour tout type de poste, vous pouvez très bien avoir de l'intérim et du CDD sur des postes de responsable de laboratoire ou des coordinateurs AQ, assurance qualité ou ce genre de choses. Des postes à Bac+5, clairement, ou même Bac+8. À nouveau, comme les postes dépendent des industries et que justement le marché de l'emploi dépend de l'implantation des industries, vous allez retrouver, vous devriez aussi observer si vous allez justement rechercher un emploi sur Internet ou peu importe le support, 80% des postes que vous allez trouver, ça va concerner soit des secteurs de production, soit d'AQ, d'assurance qualité, soit de contrôle qualité. Encore une fois, je parle pour l'industrie privée, d'accord ? Et 20% seulement du reste des postes qui vont plutôt concerner les services de R&D ou d'industrialisation. Je n'ai pas tout mis, ce n'est pas des listes exhaustives, parce que comme vous voyez, il n'y a pas tous les services de double compétences, affaires réglementaires, marketing, tout ça, je ne l'ai pas mentionné. Mais globalement, c'est pour vous donner des tendances surtout. Et éventuellement des axes pour réfléchir votre poursuite d'études et puis votre recherche d'emploi quand vous y serez. Donc voilà, tout simplement. Ayez en tête que moi, en tout cas, il y a plein de choses que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'ai terminé mes études, que je ne savais pas forcément. Ayez en tête que j'ai réussi à faire de la R&D. Je centre un peu le truc sur moi, je suis navré, mais c'est le seul exemple fiable que je connaisse bien. J'ai réussi à faire de la R&D en immuno, j'ai réussi à faire ça tout le temps. Mais il faut que vous ayez en tête que ça a été galère, parce que la R&D, c'est pas du tout les postes les plus représentés. Et donc, si vous voulez vous spécialiser là-dedans, à quelque niveau que ce soit, il faudra bien réfléchir à votre truc avant. J'ai fini par, avec mon travail actuel de recruteur, grâce à LinkedIn et aux milliers de personnes avec lesquelles je suis en lien, je m'amuse des fois à faire des sondages. Et j'ai balancé 2 sondages un jour sur toutes les personnes qui ont des masters en France. Il y avait un vote de possible, c'était qui galère un minimum pour trouver un emploi ou qui a même carrément changé de métier et qui n'a pas trop galéré, puis a trouvé ça plutôt simple, a trouvé un boulot qui lui convient sans trop de problèmes. La finalité du sondage, c'est qu'un titulaire de master sur 2 rencontre des problèmes et ou a changé de métier. Et j'ai reposé un peu plus tard un même sondage sur les Bac+8, sciences évidemment. Et le bilan était le même en fait, sur plusieurs centaines de votants, il y a eu le bilan est le même en fait, c'est une personne sur 2, soit a bien galéré, soit a carrément changé de métier. Donc ce que je veux vous dire à travers ça, c'est que mes sondages ils valent ce qu'ils valent, clairement. Peut-être que dans 10 ans ça ne sera pas pareil, parce que tout ça fluctue, c'est-à-dire que dans les années 80 ce que je dis c'était faux, dans les années 90 c'était faux aussi, peut-être que dans 20 ans ça sera faux, mais clairement, pour l'instant c'est clairement ce qu'on observe à nouveau en 2023 sur la région Rhône-Alpes. J'ai très envie de dire qu'on peut extrapoler à tout le restant de la France, parce que pour discuter avec des collaborateurs, avec des anciens collègues, etc., c'est quand même très similaire sur le reste de la France, mais ça reste quand même en tout cas très fiable sur la région Rhône-Alpes-Auvergne. Comme je vous le disais, les pourcentages, notamment sur la R&D, fluctuent un petit peu, puisqu'il y a beaucoup plus de postes en R&D sur la région parisienne que sur le reste de la France, parce que c'est là où il y a le plus de sièges d'entreprises. Ne me demandez pas pourquoi, mais la R&D est souvent associée au siège des entreprises. Donc voilà, quelles que soient en fait les études que vous allez choisir, le parcours que vous allez choisir, en fait les spécialités, les niveaux d'études,
les entreprises pour vos stages d'alternance, etc. Ayez bien en tête que il faut vraiment privilégier les formations les plus professionnalisantes. Ça veut dire faire en sorte d'avoir un maximum de temps de présence en entreprise, que ce soit à travers des stages, des alternances, des jobs d'été, des stages en été éventuellement. C'est vraiment ça qui fera la différence sur le marché du travail pour vous, pour simplifier l'accès en fait à votre premier emploi. Tout simplement. Je m'aperçois que j'ai oublié de dire un truc. Un instant. Non, je suis navré, j'ai un trou, c'est pas grave, ça va revenir. En tout cas, voilà, clairement, c'est ça qu'il va falloir que vous... C'est des axes, en tout cas, de réflexion pour vous puissiez choisir un peu vos niveaux d'études déjà, et surtout les métiers que vous allez viser. Et juste un truc où je vois souvent le piège, c'est que si vous voulez faire un master, je vois beaucoup de gens, parce que j'interviens dans d'autres structures, BTS, DUT, licence, master, etc., en sciences toujours. Master, c'est pas un métier. Master, c'est juste un niveau d'études. Donc si vous voulez faire un master, mais que vous ne savez pas vraiment dans quoi, c'est peut-être pas judicieux de faire un master. Mais encore une fois, ça dépend de ce que vous aimez, ce que vous voulez faire. Ça dépendra, il faut bien avoir votre métier, réfléchissez bien votre projet pro et réfléchissez bien à la faisabilité, parce que justement, s'il y a des entreprises à côté qui embauchent les métiers que vous cherchez vous, tant mieux. Si par contre, il n'y a pas vraiment d'emploi dans ce domaine-là, ça risque de coincer un petit peu. Donc voilà, le bilan est normalement, voilà. C'est ça que, c'est ça que je voulais vous dire, c'était juste la slide d'après. Ayez en tête qu'il faut réfléchir surtout en termes de concurrence. Encore une fois, il y a 20 ans, vous aviez un bac plus 8, un bac plus 5, vous vouliez faire autre chose, un bac plus 2, un poste de technicien. Ça ne posait pas vraiment de problème parce qu'il n'y avait pas trop de concurrence. Aujourd'hui, pour les métiers de technicien, on va partir à partir de bac plus 2. Pour les métiers de technicien, vous avez tout ce qui est BTS, licence pro et DUT qui forment, enfin BUT maintenant, qui forment à ces métiers-là. Ayez en tête que si vous êtes technicien, vous avez un listing de diplômes officiels fait par le gouvernement et qui est observable sur le site du gouvernement, pour dire que vous êtes officiellement technicien. Si vous avez une licence générale, un master général et une thèse, que vous n'avez jamais vraiment travaillé en entreprise parce que vous avez un parcours très général, déjà vous avez très peu d'expérience, donc vous n'êtes pas trop compétitif, et ensuite officiellement vous n'êtes pas technicien. Alors c'est ça qui coince aussi quand pour les personnes qui, justement sur le sondage d'avant, les personnes qui galèrent un petit peu au niveau bac plus 8 et 5 et qui ne trouvent pas de poste dans leur domaine à eux, ils se rabattent souvent sur des postes de bac plus 2 et 3, mais en fait c'est pas faisable. Déjà parce qu'officiellement, ils ne sont pas techniciens, ils n'ont pas les compétences qu'on demande en termes de temps, de connaissances techniques vraiment pures et dures. Et puis surtout, ça ne ressemble pas vraiment au métier qu'ils visaient à la base. Donc tout ça, ça fait que ça coince pour accéder ensuite au poste de bac plus 2, bac plus 3. Et puis forcément, il y a déjà tous les bac plus 2, bac plus 3 qui arrivent tous les ans diplômés, qui arrivent sur le marché de l'emploi aussi. Et donc tout ça, c'est de la concurrence, il faut raisonner comme ça en concurrence. Donc si vous vous lancez sur un bac plus 5 ou un bac plus 8, ayez bien en tête que si vous galérez à trouver un emploi là-dedans et que vous vous dites c'est pas grave, je me rabats sur un bac plus 2 ou 3, enfin des postes de technicien en tout cas, ça va coincer aussi. Tout simplement. Encore une fois, c'est pas du 100%, d'accord, il y a des gens qui arrivent, c'est pas du tout du 100%. Je vous avais prévenu en début de présentation. Mais il faut que vous ayez en tête que ce phénomène-là, je l'observe quasi tous les jours. Tous les jours, j'ai des bacs plus 5 et des bacs plus 8 qui m'appellent en me disant « je ne trouve pas dans mon domaine, je ne trouve pas de poste d'ingénieur, je ne suis pas pris en tant que directeur de recherche ou quoi que ce soit ». Du coup, je me rabats sur des postes de technicien. Et ce qui est observable, clairement, c'est que d'une part, ils ne sont pas forcément techniciens, sauf s'ils ont un BTS qui traîne il y a quelques années, fait il y a quelques années. Et surtout, il manque la partie technique. Et à nouveau, à cause de la concurrence, c'est des postes qui vont être difficilement accessibles. Donc il faut que vous ayez ça en tête, tout simplement. J'ai aucune idée du temps que j'ai mis à parler. Normalement, j'ai une demi-heure. Je ne sais pas s'il me reste du temps. Là, on n'est pas très nombreux. Du coup, moi, c'est la fin de ma présentation. Comme je vous le disais, je ne vous ai pas forcément tout dit. Ce que je peux vous dire en vrac, c'est que si, en termes de nombre de postes, tout confondu dans les sciences, ça veut dire bioinformatique, vous allez être sur des statistiques, de la bio à tout niveau que ce soit, etc. Il faut que vous ayez en tête que sur le Rhône-Alpes, c'est plusieurs centaines tous les ans de postes. C'est 3, 4, 500, 600 postes tous les ans. D'accord ? Ensuite, forcément, les spécialités elles fluctuent, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a beaucoup de R&D une année qu'il y en aura forcément l'année d'après. Il faut que vous ayez en tête que cette année, par exemple en 2022-2023, je ne sais pas si c'est suite au Covid ou pas, il y a eu un pic du nombre de CDI, c'est-à-dire que le pourcentage que je vous ai montré, c'est une réalité qui est là depuis déjà 2018, 2017, 2015, un truc comme ça, depuis 5-8 ans. C'est ces pourcentages-là de contrats
qu'on observe. Mais là, en 2022-2023, il y a eu un gros pic de CDI. Les sociétés ont préféré prendre en CDI plutôt qu'en intérim ou en CDD, et c'est tant mieux. Mais c'est pas quelque chose enfin, on ne sait pas en tout cas, mais le temps va nous le dire. Mais c'est quelque chose qui, a priori, ne reflète pas du tout les dernières années où les CDI n'étaient pas forcément les plus représentés. Donc voilà, si vous avez des questions du coup, que ça concerne le marché de l'emploi, parce que c'est ce que j'aborde aujourd'hui, mais si vous avez d'autres questions, a priori j'ai encore du temps, donc n'hésitez pas à lever la main. Ok, alors juste moi j'ai envie de faire un petit sondage. Normalement, vous avez de grandes chances d'être en licence d'après ce qu'on m'a dit. Qui parmi vous a déjà un bac+2, un BTS ou un DUT en poche? Ok, donc un faible pourcentage. Qui sait déjà ce qu'il veut faire en termes de niveau d'études au moins? Est-ce que vous avez déjà ciblé un bac+3, 5, 8? Ok, donc il y en a encore qui sont incertains. Et qui, parmi tout le monde, à nouveau, donc comme je le disais, bac+5, c'est pas un métier, c'est juste un niveau d'études. Qui a déjà une idée précise de ce qu'il veut faire? Ok. C'est juste pour moi, hein, c'est juste pour mes statistiques personnelles. Je ne vais pas forcément rebondir dessus, mais en tout cas, voilà, les personnes qui ont levé la main avec des projets qui sont assez précis, c'est plutôt une bonne chose. Que ce soit pour vous ou pour les autres, il existe un moyen ça ne va pas vous faire découvrir ce que vous aimez, mais en tout cas, parce qu'il y a ce que vous voulez faire et il y a ce que vous pouvez faire en termes d'emploi. Et si vous voulez voir un peu ce qui existe sur le marché de l'emploi, il y a un truc tout simple, c'est aller sur Indeed, aller sur Kelly Scientifique, aller sur la Gazette du Labo, vous tapez le nom d'un métier qui peut vous intéresser, vous faites des recherches là-dessus, que ce soit sur la France ou sur la géolocalisation, la géographie que vous voulez, et vous regardez ce qui ressort en termes de postes. C'est-à-dire que si vous avez passé tout votre samedi après-midi, vous avez utilisé tous les synonymes possibles de votre poste, donc si vous êtes ingénieur, c'est coordinateur, c'est chargé de projet, c'est ce genre de choses. Si vous avez passé votre après-midi, votre samedi entier à chercher un emploi et qu'au final vous avez trouvé que 2 annonces, ça vaut peut-être pas le coup d'aller sur ce métier-là. Si par contre vous avez tapé tous les synonymes que vous pouviez et que vous avez trouvé 50, 100, 150 annonces, à ce moment-là, c'est peut-être bon signe pour la suite, vous aurez certainement de l'emploi dans ce que vous avez choisi. Mais c'est encore le meilleur reflet de la réalité, en fait, c'est d'aller faire ça. Que vous fassiez ça au pif avec des noms des postes au pif ou des postes que vous ciblez vraiment, des métiers que vous ciblez vraiment, ça peut être, c'est un bon reflet de la réalité. Moi, ce que je vous dis, c'est moi, il y a mon observation, mais elle est biaisée parce qu'on travaille avec beaucoup de sociétés privées, mais pas toutes non plus. On ne travaille pas avec le public, donc la chose qui reste, alors ça prend du temps hein, évidemment, mais ce qui colle le plus à la réalité en tout cas, c'est plutôt c'est cet exercice-là, c'est d'aller sur des sites de petites annonces avec un intitulé de poste ou de métier en tout cas que vous avez en tête et de regarder s'il y a de l'embauche ou pas en ce moment sur ces métiers-là. Voilà, je ne sais pas si ça a pu soulever d'autres questions ou pas, est-ce qu'il y a des gens qui... Ouais. Le consulting, c'est un type de contrat qui existe. Pour vous donner un ordre d'idée, le consulting, c'est des CDI très souvent, mais vous n'êtes pas CDIsé dans l'entreprise où vous travaillez. C'est-à-dire que, je vous dis n'importe quoi, si vous devez être embauché en CDI chez un boulanger, je prends boulanger parce que ça parle à tout le monde, c'est plutôt simple, je suis sûr que vous connaissez le métier. Vous êtes en CDI chez le boulanger. Par contre, ce qui existe, et c'est plutôt valable pour les très grosses entreprises, les boulangers on n'a pas besoin, mais il y a des sociétés qui se sont dit, ok, vous boulanger, vous ne pouvez pas vous permettre de prendre quelqu'un en CDI, mais vous avez besoin de quelqu'un. Donc ce qu'on fait, c'est que c'est moi, société de consulting, qui prend en CDI la personne dont vous avez besoin, d'accord, et je le mets en travail chez vous sur des missions temporaires, aussi longtemps que vous en avez besoin. Et une fois que vous n'en avez plus besoin, moi, il n'y a pas de souci, je suis en lien avec plein de boulangers, donc cette personne-là qui est en CDI chez moi, je vais lui proposer une autre mission ailleurs. Le consulting, c'est ça. Est-ce que ça a été clair pour tout le monde ou... Ok, donc souvent le consulting, il y a des gros avantages, il y a des gros inconvénients, comme tout. Vous allez être sur des missions donc, très intéressantes, vous allez avoir des super jobs dans des super sociétés, ça c'est pas le problème. Vous allez avoir des missions plus ou moins longues, donc ça dure le temps le temps durant lequel on a besoin de vous, donc ça peut être 6 mois, 1 an et demi, etc. Quand vous avez terminé votre mission, vous êtes en CDI, donc ils se doivent de vous trouver une autre mission. Ensuite, comme vous êtes en CDI, si vous êtes en intermission, vous avez quand même un salaire mais qui est moindre.
À côté de ça, vous avez pas mal d'avantages en termes de primes, donc c'est là que c'est plutôt intéressant. Il y a pas mal, en termes de finances, c'est plutôt pas mal. Et par contre, le consulting, c'est que vous devez aller là où on vous dit d'aller. C'est-à-dire que si vous habitez Lyon et qu'on vous trouve une mission à Bordeaux, eh ben, vous allez faire votre mission à Bordeaux. Et si ça ne vous plaît pas, il faut démissionner de votre CDI. Donc le consulting, c'est ça. Voilà. Ensuite, c'est ce que je vous disais, il y a des plus, il y a des moins, comme pour tous les contrats. Mais le consulting, c'est ça. Il y en a de, ça représente, c'est ce que je vous disais, c'est pas les plus représentés en termes de contrats, mais clairement, il y en a. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était beaucoup pour les bacs plus 5. Et là, ça fait 1 an ou 2 où il commence à s'ouvrir un peu au bac plus 2 et 3. Et à nouveau, ce que je dis là, c'est uniquement pour les métiers du scientifique. Le consulting sur du BTP ou autre chose, j'en ai aucune idée. Je ne saurais pas vous dire du tout comment ça se passe, mais en tout cas, sur les métiers du scientifique, c'est plutôt ça. D'autres questions éventuellement, ouais. Ah bah, si c'est pour l'innovation, il y a de grandes chances que ce soit de la R&D. Ensuite, c'est pas mon sujet du jour. Dans les industries, en tout cas, vous avez un service qui fait le lien entre la R&D et la production qui s'appelle l'industrialisation. Il y a certaines sociétés qui ont des services entiers dédiés à ça, mais services ou pas existants, de toute façon, vous êtes obligé, quand vous passez de la R&D à la production, d'avoir une transition à moyenne échelle, à échelle pilote, ça s'appelle, pour justement faire passer, c'est toujours du développement, pour faire passer de la R&D à l'échelle de la production. Ensuite, tout dépend de ce que vous appelez innovation. Je ne sais pas si vous êtes sur de l'informatique, sur de la robotique, sur je ne sais pas forcément quelle spécialité vous allez cibler, parce que ce que je dis là, ce n'est pas forcément valable pour toutes les spécialités non plus. Mais globalement, oui, si vous êtes sur l'innovation, ciblez les entreprises qui sont là-dessus. Également, si vous êtes sur des métiers de ce type, des métiers un peu de niche ou des métiers qui sont un peu particuliers, ou même des niveaux d'études bac plus 5, bac plus 8, ayez en tête que, comme je vous disais, il y a quand même 1 personne sur 2 qui galère en France, et je ne pense pas que ce soit parce qu'elle soit stupide. Je pense que parce que le contexte fait qu'il y a de plus en plus de gens qui ont accès à des bac plus 5 et des bac plus 8, ce qui pourrait être une bonne chose, mais en face, le nombre de postes dans les entreprises, au total, sur la France, ça ne suit pas. Donc nécessairement, ça fait des gens qui galèrent. Par contre, ça, c'est en France. Je ne sais pas si c'est pareil dans d'autres pays. Donc si vous disiez des bac plus 5, des bac plus 8 ou de la robotique, de l'intelligence artificielle, des trucs un peu pointus, des trucs un peu particuliers, préparez-vous potentiellement à devoir être mobile sur d'autres pays. Ça veut dire parler une autre langue, majoritairement l'anglais. Si vous avez tous envie d'aller travailler en Suisse, tout le monde a eu l'idée avant vous, ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez pas, mais en tout cas, vous aurez de la concurrence aussi. Par contre, si vous êtes mobile en Australie, il y a des centres de recherche qui sont pas mal aussi, au Canada aussi, mais il faut parler anglais, contrairement à la Suisse où il faut parler anglais aussi, mais quand même, vous pouvez avoir la chance de tomber sur des gens qui parlent français. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, bah je pense que je vais vous laisser. Merci en tout cas de votre écoute. Si vous êtes intéressé par ce que j'ai pu dire ou ce que j'ai pas dit et que vous voulez en savoir plus sur le marché de l'emploi ou sur d'autres choses, j'ai laissé des cartes de visite sur la table dans le couloir du bâtiment Thémis avec mes coordonnées, si ça peut vous intéresser. Sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée du coup de conférence et une bonne continuation pour vos études. Merci.